Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, le président chinois Xi Jinping souhaite plus d'efforts en matière de protection de l'environnement et de lutte contre la pauvreté dans les régions peuplées de minorités ethniques. Il a rencontré des délégués de la province du Qinghai, située dans le nord-ouest de la Chine, en marge de la session annuelle de l'Assemblée populaire nationale qui se déroule à Beijing. Le président Xi a été mis au courant par des délégués des derniers développements dans plusieurs dossiers importants dans la province du Qinghai où vivent plusieurs minorités ethniques. Ils ont notamment parlé de développement écologique, de réformes médicales, de l'équité entre les villes et les campagnes dans le secteur de l'éducation, de la promotion de l'unité nationale et de la réduction de la pauvreté. La dernière fois que le président Xi est venu au Qinghai, il a visité la région ethnique Zhou et nous avons mangé ensemble là-bas. Xi Jinping a déclaré qu'aucune minorité ethnique ne devait être négligée alors que nous tentons de construire une société prospère. Le président Xi a rappelé que la priorité devait être accordée à la protection de l'environnement et à l'économie d'énergie pour favoriser le développement écologique sur le long terme. Xi Jinping a aussi exhorté la province à faire des efforts concertés pour lutter efficacement contre la pauvreté et rehausser sa capacité à faire davantage de développement durable dans le cadre du 13e plan quinquennal. Lors de ce processus, une meilleure éducation sera vitale. Le président Xi nous a dit aujourd'hui que dans nos efforts en éducation et dans la lutte contre la pauvreté, aucun enfant ne devrait être négligé, et ce dès le départ. Il a aussi mentionné l'importance de partager les ressources de manière équitable dans le secteur de l'éducation. Le président Xi a confirmé que le gouvernement va continuer à soutenir les minorités ethniques pour faire la promotion du bien-être social et améliorer le niveau de vie de la population. Il dit s'attendre à ce que l'harmonie, l'unité et un développement commun puissent définir les relations entre tous les Chinois. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a déclaré que la région autonome ouïghour du Xinjiang tenait une place importante et stratégique dans le développement tous azimuts de la Chine. Il a ajouté que des efforts devaient être faits dans le sens de la consolidation de la stabilité à long terme de la région afin de promouvoir son développement. Monsieur Li s'exprimait durant une réunion avec les députés de l'APN originaires du Xinjiang. Le Premier ministre a mis l'accent sur le développement de l'agriculture, du textile et du tourisme. Il a ajouté que l'amélioration du niveau de vie des habitants était la mission centrale du gouvernement local, ajoutant qu'il était important de concilier les besoins de la population en termes d'éducation et d'emploi. Li Keqiang a terminé en indiquant que le gouvernement allait renforcer l'unité nationale et promouvoir le développement et la prospérité parmi toutes les ethnies de Chine. Le ministère chinois des Sciences et Technologies a organisé une conférence de presse ce matin avec un briefing du ministre Wang Gang sur le développement du secteur des hautes technologies en Chine. La conférence de presse a attiré une attention exceptionnelle en raison de l'importance que ce secteur a prise en Chine. Wang Gang a déclaré que la contribution aux avancées technologiques avait atteint 55,3% en 2015 et que le gouvernement prévoyait de la faire passer à 60% d'ici 2020. Le nouveau rapport du gouvernement mentionne le mot innovation 61 fois. C'est dire l'importance que le gouvernement donne à ce secteur. Le chef du ministère des Sciences et Technologies, le ministre Wang Gang, a déclaré lors de la conférence de presse de jeudi que 2015 était une année de réussite. Nous avons atteint ou surpassé tous nos objectifs technologiques établis lors du plan quinquennal, à l'exception de la recherche et du développement et du PIB. Le ministre Wan dit qu'améliorer l'efficacité de la recherche et du développement demeure un défi. Monsieur Wan dit que le gouvernement prévoit d'augmenter son pourcentage de PIB pour le faire passer à 2,5 ces 5 prochaines années. Mais il annonce que la Chine fait face à une situation dans laquelle 77% des 1400 milliards de yuan d'investissement dans la recherche et le développement proviennent du secteur privé et non des universités et instituts. Il est difficile de donner des applications concrètes aux recherches effectuées par des instituts académiques, principalement parce que le processus d'approbation est trop long. D'ici à ce que la nouvelle technologie atteigne le marché, la demande a déjà changé. La solution présentée par le ministère est orientée vers le marché.
M. Wan a annoncé l'an dernier que les responsables ne seraient plus directement impliqués dans l'approbation des projets scientifiques. Cette année, le ministère se concentre sur l'amélioration des incitations à la recherche. Il nous faut clarifier la propriété des résultats des recherches. Si nous donnons des droits et des revenus aux chercheurs, cela constituera de meilleures incitations. De nombreuses sociétés de technologie fortement innovatrices redéfinissent l'image des produits chinois au niveau mondial. Reportage. Tous ceux qui pensent encore que le Made in China signifie simplement des copies pas chères devraient y réfléchir à deux fois. Aujourd'hui, ces trois mots sont derrière de nombreux grands success stories, en particulier dans le secteur de la technologie. Le téléphone Xiaomi, par exemple, fait partie de la nouvelle vague des produits chinois qui ont remporté une reconnaissance internationale. En 2015, Xiaomi a été le 5e fabricant de téléphones dans le monde. Xiaomi espère qu'en se consacrant à la conception de téléphones de haute qualité, nous pouvons changer la façon dont les Chinois perçoivent les produits chinois et à la fin changer la façon dont le monde perçoit les produits chinois. Xiaomi vient de lancer son dernier smartphone et Lei Jun a attiré l'attention des médias du monde entier. Il semble que la compagnie soit sur la bonne voie. Aujourd'hui, Xiaomi a développé une vaste gamme de produits allant des véhicules électriques aux purificateurs d'air. Sa technologie de pointe lui a permis de toucher différentes catégories de consommateurs. De nombreuses autres compagnies en Chine misent aussi sur l'avantage technologique croissant du pays pour aller sur le marché mondial. Le fabricant de drones DJI est un autre exemple. Fondé en 2009, il est aujourd'hui le plus grand fournisseur de drones pour le grand public. DJI est peut-être la première compagnie chinoise à atteindre le statut de numéro 1 dans le secteur de la grande consommation. Et je pense que ce genre d'histoire, ces success stories, commencent à changer la manière dont les gens perçoivent l'innovation en Asie. Il y a un grand potentiel d'innovation. Il y a une grande base d'ingénieurs talentueux et il y a aussi des capacités de production ici. Cela permet aux gens de venir avec des solutions nouvelles et réellement uniques. Les capacités de production sont un autre facteur gagnant. La Chine s'éloigne de plus en plus des usines à faible salaire. L'automatisation, les contrôles par ordinateur, les fabricants chinois d'aujourd'hui ont tout à disposition. Cela leur permet de sortir les derniers produits high-tech et de changer la scène technologique mondiale de manière rapide. Il y a des compagnies comme Xiaomi, DJI, elles n'existaient pas il y a 4 ans. Et maintenant, elles sont partout. Le monde a changé. On ne parle plus que de la Silicon Valley. L'Asie joue une partie majeure dans le futur. Les sociétés chinoises sont en train de passer de suiveuses à meneuses. Grâce à leur technologie de pointe, ces sociétés de technologie d'un nouveau genre décollent littéralement à l'échelle mondiale. 4 responsables de l'Assemblée populaire nationale ont répondu aux questions des médias concernant le travail législatif. 3 vice-directeurs de comités spéciaux de l'APN et un vice-chef de la commission des affaires législatives du comité permanent de l'APN se sont exprimés sur le travail législatif. Les responsables se sont concentrés sur des tâches clés concernant la qualité de la législation. Ils ont aussi répondu aux questions des médias sur des sujets comme la loi de prévention de la contamination des sols, la loi sur la promotion des petites et moyennes entreprises et sur la législation sur le commerce électronique. Parmi ces sujets, la loi sur la philanthropie a attiré une attention toute particulière. La loi sur la philanthropie prescrit que la situation de base des groupes de charité et des opérations de projets de charité devront faire l'objet d'un rapport régulier sur la raison du don, son montant, la façon dont l'argent sera utilisé et sur le gaspillage éventuel. La loi dit aussi que les donateurs seront mieux respectés et protégés par le département des affaires civiles. La fraude sera également punie. De plus, la loi stipule de nombreuses régulations concernant le fonctionnement des groupes de charité. Le ministre de l'Éducation, Yuan Guizhen, s'est exprimé devant les médias sur la réforme de l'éducation en Chine et son développement en 2015.
Monsieur Yuan dit que l'éducation en Chine est entrée dans une nouvelle phase après son 12e plan quinquennal. Il dit qu'au cours des 5 prochaines années, la Chine allait continuer le système d'une éducation obligatoire de 9 ans. Monsieur Yuan dit qu'elle sera basée sur les 4 principes que sont la popularisation, la gratuité, l'équilibre et l'aspect obligatoire. Il ajoute que le taux d'enrôlement dans l'éducation préscolaire atteindra 85% d'ici 2020. Monsieur Yuan dit aussi que l'évaluation de l'éducation chinoise cette année montre un développement rapide. 2015年是我们国家 2015 est le 5e anniversaire de la mise en application de la réforme et du développement du système éducatif de moyen et long terme. Cette année est aussi cruciale car c'est la fin du 12e plan quinquennal. Nous avons invité une tierce partie indépendante à évaluer le développement de l'éducation en Chine et celle-ci a montré que le niveau général s'était amélioré pour atteindre les plus hauts rangs mondiaux. À l'occasion de la réunion de la CCPPC de cette année, les propositions culturelles sont légion. Elles comprennent la promotion de la lecture auprès du grand public et la réforme des institutions éducatives. 2016 est la première année du 13e plan quinquennal pour le développement national économique et social. Les membres de la CCPPC présentent leurs suggestions et pour la 3e fois consécutive font la promotion de la lecture auprès du grand public. Le sculpteur Wu Weishan est directeur du Musée national des arts de Chine. Je pense que la lecture est une chose spirituelle. Cela veut dire beaucoup plus que des livres. Des peintures, de la musique, des sculptures peuvent aussi constituer matière à lecture et cela montre beaucoup d'un pays. Et avec le développement technologique, les habitudes de lecture sont largement passées à l'e-book. Il est important de maintenir des habitudes de lecture. Les instruments numériques comme les téléphones sont autant d'outils capables de transporter des informations. Ce qui importe, c'est ce qu'on lit dessus. L'éducation supérieure est aussi un point de discussion. L'an dernier, le gouvernement a publié un projet d'édification d'universités de classe mondiale en Chine, malgré des divergences d'opinion quant à la mise en application. Yuan Guizhen est ministre chinois de l'Éducation. Nous devons nous concentrer sur les universités financées par le gouvernement. Les collèges privés et les écoles supérieures sont aussi importantes pour l'éducation supérieure dans notre pays. Quand nous parlons des universités de classe mondiale, elles doivent être prises en considération. Il y a encore beaucoup de travail pour réaliser ces objectifs. La session de la CCPPC de cette année durera jusqu'au 14 mars. La réforme du système de santé est aussi un thème très discuté pendant la conférence consultative politique du peuple chinois. Comment coordonner la réforme de la santé? Où en est-on actuellement? Notre journaliste Liu Fang s'est rendu sur place pour tenter de répondre à ces questions. Je pense que la santé comprend les périodes anténatales et posthumes. Il faut veiller à la protection de la santé avant la naissance, telle que le coupage maternel et infantile à cause du sida. Et il faut prendre de la folacine avant la grossesse afin de prévenir la striction du tube neuval de l'embryon. C'est une idée de la médecine préventive. Après la mort, il s'agit du traitement des corps victimes de maladies infectieuses pour maintenir un environnement plus favorable à la santé des vivants. Au niveau de l'élaboration des politiques concernées, beaucoup de préoccupations se font jour. Une Chine saine concerne non seulement le secteur médical et hygiénique, mais aussi d'autres aspects de la société. Dans ce processus de mise en application des mesures, il est aussi important de renforcer la synergie de ces mesures. Il faut conjuguer ces mesures pour stimuler la construction d'une Chine saine et non pas les fragmenter. Il est aussi nécessaire de s'occuper de l'opérabilité et de la durabilité des mesures afin qu'elles se montrent efficaces. Quant aux difficultés d'accès à l'hôpital, un certain nombre de conseils bien concrets ont été dispensés. Je crois que les difficultés d'accès aux consultations sont relatives. Il y a des solutions telles que le classement des consultations. On peut classifier les hôpitaux en deux parties, la communauté et l'hôpital. Dans les centres de services aux communautés qui sont plus proches des patients, si les médecins de famille ne pensent pas pouvoir traiter certaines maladies, il est possible de les envoyer dans les centres de santé.
Les patients doivent être envoyés dans les grands hôpitaux. De plus, je crois qu'il faut aussi un classement de ces grands hôpitaux. Le classement des consultations des grands hôpitaux indique le classement des maladies selon l'équipe de médecins. Certains patients n'ont besoin que de médecins jeunes, d'autres ont besoin de médecins plus qualifiés. Il y en a aussi qui ont besoin de médecins expérimentés ou de spécialistes. Si le classement des consultations des communautés et des hôpitaux est bien effectué, on peut assurer des soins à temps et de qualité pour les patients. Sur la réforme du système de santé, Huang Jiefu, député et directeur adjoint de la Commission centrale de protection de la santé, a prescrit son propre remède. En tant que coordinateur du groupe, ce qui m'impressionne le plus, c'est que tout le monde croit que la réforme médicale sera exécutée dans un environnement d'économie de marché socialiste et non au sein d'une économie planifiée. C'est-à-dire qu'il faut une réforme structurelle du côté de l'offre. Selon le président Xi Jinping et le Premier ministre Li Keqiang, il faut une réforme systématique des hôpitaux publics d'après des règles du marché. Selon le secrétaire général Xi Jinping, si toute la population n'était pas en bonne santé, la Chine ne parviendrait pas à la réalisation complète d'une société de moyenne aisance. Et dans son rapport d'activité du gouvernement, le Premier ministre Li Keqiang a souligné que la santé est la première condition du bonheur. Au cours des 5 années à venir, le gouvernement chinois s'attaque donc aux racines des problèmes du système de santé. Liu Feng et Liang Renfeng, CCTV, Beijing. Autre sujet d'actualité, la RPDC a procédé à 2 tirs de missiles au large de la côte est du pays en réponse aux exercices militaires conjoints organisés par Séoul et Washington et à la mise en place de nouvelles sanctions. Pyongyang a également décidé de liquider tous les avoirs sud-coréens dans le pays. Nous déclarons que tous les accords de coopération économique Nord-Sud sont nuls et non avenus. Nous allons liquider tous les avoirs des groupes d'affaires du Sud et des organes concernés dans la partie Nord, car le groupe Fantoche de Corée du Sud a stoppé unilatéralement et totalement le tour du mont Gungang et les opérations de la zone industrielle de Kaesong. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap cite les chefs d'état-major sud-coréens disant que 2 missiles de courte portée ont été lancés à 5h20 du matin. Les missiles ont volé sur 500 km avant de tomber dans la mer de l'Est. Ces actions de la part de Pyongyang constituent une escalade de la tension contre les 2 Corées qui a commencé en janvier. La RPDC avait procédé à des essais de sa bombe H. Il s'agissait du 4e essai nucléaire mené par le pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé à l'unanimité de nouvelles sanctions contre Pyongyang le 2 mars. Elles comprennent une interdiction sur tous les cargos en partance et au départ de RPDC. Les exportations de charbon et de ressources minérales sont également interdites. Ce vendredi marque le 5e anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima au Japon. Le pays s'apprête à commémorer la disparition de milliers de personnes lors du tremblement de terre de 2011. Le tsunami, formé après les secousses, a provoqué le plus grave accident nucléaire depuis celui de Tchernobyl. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe et l'empereur Akihito déposeront des fleurs lors d'une cérémonie qui aura lieu dans la capitale Tokyo. Une minute de silence sera également observée en mémoire des disparus. Jeudi, Shinzo Abe avait annoncé que le rétablissement ne serait pas complet sans l'assainissement de la région nord-est. Il s'est d'ailleurs engagé à accélérer le processus de décontamination de la préfecture de Fukushima de façon à supprimer les ordres d'évacuation dès l'an prochain. Nous allons plus vite pour améliorer l'environnement. Ainsi, avant mars de l'année prochaine, nous espérons annuler les ordres d'évacuation dans toutes les régions à l'exception des zones les plus délicates. La Banque centrale européenne a réduit les taux d'intérêt afin de donner de l'élan à l'économie de la zone euro, surprenant les marchés financiers en abaissant son principal taux de refinancement de 0,05% à 0. L'institution a en outre étendu son programme d'assouplissement quantitatif par l'achat de titres à 80 milliards d'euros contre 60 milliards précédemment, et elle a diminué son taux de dépôt à moins 0,4%, chargeant les banques davantage afin de maintenir leurs fonds en ligne avec la Banque centrale européenne.
Le chef de la BCE, Mario Draghi, a laissé entendre que les taux d'intérêt de la zone euro pourraient baisser davantage à l'avenir si l'inflation dans la zone n'est pas résolue prochainement. L'inflation des prix à la consommation en Chine s'est accélérée à son rythme le plus rapide depuis juin 2014, tandis que les prix à la production ont baissé pour le deuxième mois consécutif. L'inflation annuelle des prix à la consommation en Chine est passée de 1,8% en janvier à 2,3% en février. Cette hausse est principalement due à des facteurs saisonniers comme la nouvelle année lunaire qui tombe en février et le froid qui a fait baisser la production des aliments frais. Les prix des légumes ont augmenté de plus de 30%, tandis que les prix du porc ont grimpé de 25%. Selon les analystes, la hausse des prix est probablement temporaire et l'inflation des prix à la consommation restera légère. Nous prévoyons que l'inflation des prix à la consommation se stabilise dans les prochains mois et nous ne verrons pas de forte hausse. L'indice des prix à la production qui mesure les prix des produits à la sortie d'usine a baissé de 4,9% en glissement annuel. C'est une amélioration par rapport à la baisse de 5,3% en janvier. Les analystes du marché s'attendent à ce que la baisse des activités en usine continue à ralentir alors que la Chine approfondit ses réformes structurelles et améliore le secteur manufacturier. La 12e exposition internationale de l'équipement et de l'industrie manufacturière a commencé à Tianjin. Les stands de robots et de machines de production intelligentes sont parmi les plus visités, puisque la Chine cherche le moyen de moderniser son industrie manufacturière traditionnelle. Les sociétés chinoises accélèrent le rythme de la robotisation en raison de la hausse du coût du travail. Plus de 35 000 robots ont été vendus en Chine l'an dernier, ce qui représente 1/5 de toutes les ventes mondiales. C'est une augmentation de 41% par rapport à 2012. Pour accompagner le processus de robotisation, de nombreux fabricants d'équipements regardent le secteur des services. La production intelligente s'améliore cette année. Les fabricants d'équipements étendent leur chaîne industrielle au service en combinant l'information et la technologie. C'est la tendance. De nouvelles technologies sont appliquées aux produits intelligents. Voici le détecteur laser développé par une compagnie chinoise. Il est capable de détecter des obstacles sur 200 mètres et de reproduire une image 3D de son environnement. La technologie peut être utilisée avec des robots et des véhicules autonomes. Le robot équipé d'un détecteur et d'une machine avec des yeux qui lui permet de voir loin et de marcher comme un humain. La fabrication d'équipements intelligents en Chine croît beaucoup plus vite que la moyenne industrielle. La production intelligente deviendra un jour le nouveau moteur dans la modernisation de l'industrie manufacturière chinoise. L'Organisation internationale de la francophonie célèbre la langue de Molière en Chine jusqu'à la fin du mois de mars. CCTV français s'est rendu sur place. Du 10 au 30 mars, la Chine accueille la 21e édition de la fête de la francophonie. 200 municipalités chinoises participent aux célébrations qui mettent à l'honneur la richesse de la langue française. Elles organisent jusqu'à la fin du mois de nombreux événements afin de faire partager aux passionnés comme aux curieux les trésors de la culture francophone. À Beijing, le coup d'envoi des festivités a été donné à l'ambassade de France dont le tapis rouge a accueilli nombre de ses représentants. L'Afrique, et en particulier le Congo, a été mis à l'honneur cette année, en particulier le jour de cette fête de la francophonie avec ce qu'on appelle la SAP, c'est-à-dire un groupe de jeunes Congolais qui ont l'habitude de s'habiller de manière élégante et qui sont aussi dans une démarche un peu politique pour essayer de renouveler. Présent se trouvait notamment le photographe congolais Baudouin Mwanda qui a immortalisé les sapeurs de Bas-Congo. La SAP en elle-même est venue de la France et certains on vous parlera en même temps de l'Italie et l'Espagne, mais la source en elle-même, ça remonte des années coloniales, des années 45, que nos arrière-grands-pères qui sont allés en France, tout ça, et qui sont revenus avec, en apportant cette influence de la langue française. Clou du spectacle, la marraine de cette 21e édition, Laure Chang, a interprété une chanson de Jacques Brel. La langue française, c'est un véhicule universel des émotions, et donc des émotions aussi fortes que celles de Jacques Brel,
interprété par une chanteuse chinoise, c'est remarquable. Et cette soirée est une grande réussite. Avec plus de 100 000 étudiants, la langue française est la seconde langue européenne la plus populaire dans les universités chinoises. Mais la fête de la francophonie nous rappelle que l'apprentissage d'une langue est également celui d'une culture, voire de nombreuses cultures. Les événements organisés tout au long du mois nous offrent un aperçu haut en couleurs. Bonne fête de la francophonie. Pour CCTV français, c'était Clémence Azuleuse depuis Beijing. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Bonne suite de programme à toutes et à tous sur CCTV français.